Les 3 vidéos sortiront donc à quelques jours d'intervalle, donc si jamais vous ne voulez pas manquer les suivantes, je vous invite... Ok, on est un poil en retard. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique royaliste, second volet de l'enregistrement des jeux de rôle. Je suis Taros, maître de jeu qui enregistre depuis maintenant presque 7 années des séances de jeux de rôle et qui les publie sur cette chaîne YouTube. Évidemment, au moment où j'ai débuté, je ne connaissais rien à ce domaine, que ce soit au niveau des logiciels ou au niveau des matériels. Et j'ai dû tout apprendre sur le terrain, ou alors en me renseignant via des tutos, via des personnes que j'ai pu rencontrer, etc. Et toute cette expérience, j'ai envie un petit peu de vous la condenser. On va essayer de mettre en place une méthodologie qui est applicable à tous les types d'enregistrement de jeux de rôle. Vous pourriez même l'appliquer à n'importe quel event qui implique un certain nombre de personnes, afin d'automatiser un petit peu des choses, de se retirer du poids de certains travaux, etc., etc. On va partir en 3 grands axes. Les composantes, les limites et les libertés. En premier, les composants. Quand vous enregistrez un jeu de rôle, vous n'avez pas forcément envie d'enregistrer les mêmes choses. On a vu les raisons pour lesquelles enregistrer, ça peut être de l'archivage, ça peut être du partage pour des gens proches, ça peut être une diffusion à un public. Vous n'allez pas avoir envie de conserver les mêmes éléments. Vous n'avez aucune envie d'avoir une retranscription de tout ce qui a été dit dans le chat au niveau d'une publication, contre, pour de l'archivage personnel et vous souvenir comment est-ce que les joueurs en sont arrivés là, vous allez avoir envie de le garder. Et ainsi, vous n'allez pas mettre les mêmes éléments sur vos scènes. Votre première étape va donc être de vous poser avec un papier et de cibler la liste des choses que vous avez envie d'enregistrer, la liste des choses que vous avez envie de montrer sur votre rendu final. Si c'est pour de l'archivage, vraisemblablement une capture d'écran, par exemple si vous êtes en distanciel, pourrait totalement suffire. Si jamais vous avez envie de faire de la publication, certes, vous pourriez vous limiter à cela, mais pour votre spectateur, ça ne va pas être très agréable. Et aussi, vous aurez envie de mettre des éléments supplémentaires d'interface pour simplement que l'œil soit plus attiré par ce que vous faites. La capture pour archivage est la plus simple. Et tout ce que vous avez besoin, c'est de savoir ce qui passe par la tête de vos joueurs en fonction des indices que vous leur donnez au fur et à mesure de la campagne, pour pouvoir simplement, au moment où vous regardez à nouveau, ou que vos joueurs regardent à nouveau la séance, ils puissent directement se dire ce qui s'est passé dans leur tête, simplement avoir une retranscription factuelle de ce qui s'est passé pendant la séance. Et donc du coup, pouvoir par exemple continuer l'écriture de votre scénario à base de ce que vous aviez fait avant. C'est la capture qui sert à simplement avoir l'information de est-ce que vous avez bien envoyé cette note-là à vos joueurs à ce moment-là. Limite, une capture d'écran est la chose qui est la plus simple à mettre en place et la plus indiquée parce que vous avez envie de tenir trace de tous les événements qui ont eu lieu pendant la séance, qui se soient passés au niveau de la table ou en off, afin de pouvoir ne pas donner des informations contradictoires par exemple à la séance suivante. Dans ce contexte, la vidéo est un bonus. Elle est assez importante si jamais vous êtes en distanciel, étant donné que vraisemblablement vous allez montrer des choses, des documents, etc. Soit envoyer des documents, soit taper des petites phrases, etc. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'en tenir trace. Si jamais vous partagez des documents à vos joueurs, que vous êtes en IRL par exemple, que vous donnez des documents, c'est important aussi de savoir à quel timing vous avez donné tel document, etc. Si vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer de l'image, n'hésitez pas à dire dans ce cas-là, comme si c'était un mémo vocal, j'ai donné tel document à mes joueurs à tel moment, et comme ça vous gardez simplement la trace de cela pour au moment où vous ferez votre réécriture de scénario pour la fois suivante. Dans ce genre de contexte, n'hésitez pas d'ailleurs justement à utiliser cet enregistrement pour au début faire une espèce de liste de ce que vous allez faire pendant la séance et à la fin de cette séance, enregistrer une sorte de mémo vocal en mode ok, bon bah il s'est passé ça, je pensais qu'il allait se passer ça, prochaine séance il faut que je fasse ça, etc. etc. Maintenant, le partage proche. On a 2 cas de figure qui sont très complémentaires. Ce que je veux dire par partage proche, en fait, c'est une retranscription de la séance, globalement très factuelle aussi, mais destinée à un public hors de la table. Autrement dit, des personnes qui n'auraient pas été là pendant la séance, qui se trouvent à pouvoir visionner la chose. Exemple, vos amis, votre famille, vous avez envie de leur montrer un petit peu ce que c'est que votre loisir, vous enregistrez une partie et vous leur montrez. Vous avez toute une palette de possibilités qui s'offre à vous. Vous pouvez aller vers du très factuel, du juste, on pose un micro au milieu de la salle et on enregistre la séance et fini. En fait, je m'en sers à la fois comme archivage et comme mini-diffusion. Ou alors sinon, aller dans des choses un peu plus ayant une vue spectateur. Alors le concept de la vue spectateur, c'est quelque chose qui va vous parler. Lorsque vous regardez un jeu de rôle en diffusion, donc un actual play, vous n'avez pas la vue qu'un joueur a. Vous avez la vue d'une sorte d'observateur extérieur qui vient montrer un peu des éléments que le joueur n'a pas forcément accès. Le joueur ne va pas avoir accès à tout en permanence, notamment lors de séances en distanciel, alors que justement cette vue spectateur va être une espèce d'observateur, comme un petit peu un regard qui passerait par-dessus l'épaule du MJ et qui
aurait quelques informations d'avance par rapport au joueur. Le but en fait va être de permettre au spectateur de complémenter le manque d'informations qu'il a parce qu'il n'est pas dans la séance, qu'il ne peut pas poser des questions, par une espèce de petite avance pour pouvoir un peu plus anticiper la chose. C'est très important de maintenir cet équilibre, sinon votre spectateur va se sentir perdu étant donné qu'il n'est pas à 100% dans la séance parce qu'il ne participe pas activement à celle-ci, qu'il n'a pas forcément eu les discussions en off, parce que bien évidemment au moment de la création des personnages, etc., les joueurs ont des informations complémentaires sur l'univers dans lequel ils vont jouer. Là où un spectateur, ce n'est pas le cas, donc il a besoin d'avoir une petite avance sur les informations, ou de voir vraiment les indices pendant longtemps, de voir la fiche de personnage, etc., pour pouvoir se faire une idée de ce qu'il va se passer, et de se faire une idée de ce qui est en train de se passer à son écran. Aller vers de l'enregistrement uniquement audio est quelque chose de très compliqué. Il va, à un moment, falloir passer à la vidéo. Tenir des séances de 2-3 heures en tant que juste je l'écoute dans mes oreilles et je n'ai aucun regard sur ce qu'il se passe, ça peut être très compliqué. Très rapidement, en fait, en tant que MJ, c'est naturel, on va faire des gestes avec nos mains pour montrer la forme d'un objet, la taille de quelque chose, etc. Et les joueurs vont faire de même. Et pareil, les expressions de visage vont être très intéressantes. Un spectateur tiers qui n'aurait pas accès à ça et qui n'a pas été dans la séance, peut pas se figurer tout ça juste à partir d'un vocal. Et donc du coup, vous avez besoin de lui ajouter des éléments supplémentaires pour qu'il puisse comprendre. Là où ça intervient pour notre partage à petite communauté, donc, c'est que typiquement, si vous montrez ça de la famille, des amis qui ne sont pas forcément versés dans le jeu de rôle, mais ils ont besoin de petites accroches supplémentaires pour pouvoir simplement rentrer dans ce que vous faites. Sinon, ils vont juste regarder la chose, ils vont rien comprendre, et ils vont pas suivre l'histoire, et si vous leur proposez juste un audio sans même une espèce de vidéo pour se raccrocher, les positions des personnes sur l'espèce de plan de bataille, etc., ils vont être perdus. Donc il va falloir penser à enregistrer ça au moment de l'enregistrement, parce que ce n'est pas des choses que vous pouvez complémenter après. L'enregistrement à but de publication, lui, prend tous ces concepts et les élève encore un cran au-dessus. Car il va falloir faire une captation en point de vue spectateur, mais de surcroît, il va falloir également faire un montage, de dynamiser un peu la chose, de couper des sections qui n'apportent pas d'informations ou qui apportent des informations contraires, qui pourraient perdre le spectateur externe, et enfin, réfléchir à la publication. Parce que qui dit publication dit que vous allez aller sur une plateforme type YouTube, etc. Or, ces plateformes censurent. Vous pouvez avoir des réclamations pour droit d'auteur vis-à-vis des musiques. Suivant la plateforme sur laquelle vous faites, par exemple, si vous allez sur Twitch, les sections qui utilisent des musiques copyrightées peuvent être mute. Donc du coup, c'est quelque chose que vous devez réfléchir en amont au moment du choix de vos musiques. Est-ce que celles-ci vont être censurées ou non? Parce que si la musique est censurée, cela veut dire que l'audio intégral est censuré, et un JDR sans audio. Étrangement, ça se comprend plus du tout. Autrement, globalement, c'est juste la notion de la vue spectateur qu'on a vue précédemment, exacerbée, et beaucoup de montage pour pouvoir rendre la chose digeste, rajouter des animations, etc. Le montage est parfait pour ça, bien évidemment, même si vous pouvez vous faciliter la tâche en faisant beaucoup en amont. Vous pouvez vous faciliter la tâche, mais pour cela, ça va nécessiter, bien évidemment, du matériel, et c'est là que viennent nos limites. En effet, la question est de savoir A, le matériel que vous avez, B, le matériel que vous pouvez avoir, qui sont deux notions assez complémentaires. Le but n'est pas de vous ruiner pour enregistrer du JDR, le but est de partir de ce que vous avez, et de monter graduellement si jamais le plaisir et l'envie se font ressentir. Ne partez pas sur quelque chose de trop directement, vous ne saurez pas vous en servir. Et là, je ne parle pas de manière un peu pédante, en mode « oui, vous ne sauriez pas, etc. » Non, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'enregistrement, quand on est dans la technique, etc. Et que moi-même, j'ai bien à l'esprit. Lorsque vous êtes face à un nouveau matériel, vous ne l'utilisez jamais à 100% de sa capacité. Et si d'un seul coup vous vous retrouvez face à un setup son que vous n'avez jamais manipulé, et dont vous n'avez jamais manipulé quelque chose de proche, vous allez être perdu et vous allez faire un enregistrement de mauvaise qualité. L'avantage des setups d'enregistrement, c'est que c'est très facile déjà d'acheter et revendre des éléments, parce que le marché de l'occasion fonctionne très bien, et d'autre part, c'est que c'est des setups qui ont pléthore d'améliorations et que vous pouvez changer une pièce dedans généralement sans toucher aux autres. Donc, vous allez pouvoir y aller étape par étape. N'en grillez pas, par pitié, vous me remercierez plus tard. Dans un contexte de captation en IRL, on partira généralement sur une caméra, une seule caméra, une caméra principale et un ensemble de petites caméras pour les visages des joueurs. On pourra également partir sur soit une solution avec un micro par joueur, dans ce cas-là, prendre garde à ce que ce soit bien des micros directionnels, ou alors avoir un micro pour l'ensemble de la pièce et avoir donc un omnidirectionnel qui soit du coup un enregistrement de moins bonne qualité mais qui rende mieux l'ambiance sonore globale de la pièce. Dans le cadre du distanciel,
On privilégiera une solution avec du coup un microphone par personne, les personnes connectées sur une plateforme vocale type Discord, Skype, etc. et une webcam par joueur qui permettra de capturer les expressions faciales. Ensuite, une capture d'écran contenant par exemple le plateau de jeu complétera la scène et cela nous permettra d'avoir un setup solide de base. Vous le constaterez, cette liste de matériel est au final assez courte et peut être faite avec des choses que l'on a accès à peu près tous. Si vos joueurs n'ont pas la chance d'avoir une webcam, vous pouvez les diriger vers la solution d'utiliser leur téléphone en tant que tel. Et si jamais vos joueurs n'ont pas de microphone, pareil, l'usage du microphone du téléphone est totalement possible. Maintenant, en tant que personne chargée de l'enregistrement, vous avez un ensemble de matériel qui peut vous aider dans votre tâche. Que ce soit côté audio, avec des mixsets en USB par exemple, qui vont vous permettre de splitter sur différentes pistes audio les personnes, votre voix et l'éventuelle musique de fond. Également des outils tels que le Stream Deck, le Macro Deck, etc. qui permettent simplement d'avoir des touches pour pouvoir effectuer des actions comme mettre des animations, changer des scènes. On peut penser à des pédales, on peut penser à des caméras complémentaires. La limite suivante étant simplement votre créativité et les options que votre environnement et vos joueurs vous permettent. Au-delà du matériel, il faut aussi penser la partie logicielle, parce qu'on enregistre à l'interface d'ordinateur, et donc on cherche à avoir un logiciel pour ça. L'idéal, le plus répandu et le plus soutenu techniquement, c'est OBS Studio. Il est un peu difficile à prendre en main, mais il y a énormément de tutos sur le web qui vous permettront d'apprendre à vous en servir. Pour le montage, personnellement, j'utilise Resolve, beaucoup utilisent Premiere. C'est des choix de préférence et de budget. Sachez que Resolve est gratuit. Ayez toujours sur la main un logiciel de conversion. Handbrake fait totalement le travail. Afin de servir de plateforme vocale, on peut utiliser des outils tels que Discord, Skype. On peut également utiliser des applications web telles que OBS Ninja afin d'effectuer des partages de caméras en meilleure qualité et de récupérer chacun des flux indépendamment, pour ceux que ça intéresse. Il existe pléthore d'applications web, de programmes, d'outils, de matériel et de techniques. Toutes, je ne peux pas les lister ici, vous comprendrez pourquoi, mais sachez que pour la plupart, je fais des lives régulièrement sur leurs sujets, où j'en parle, où j'aborde les sujets. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir plus d'informations sur ces sujets. Une fois que vous avez exploré le matériel que vous avez, le matériel que vous pouvez utiliser et également poser le style bien enregistré, il va falloir laisser place à votre partie créative. Parce que on peut avoir un matériel extrêmement nul, mais pour autant avoir un très bon résultat de sortie. Tout dépend de comment est-ce que vous vous adaptez aux contraintes qui sont face à vous. Vous pouvez avoir une simple caméra et un microphone moyen, et pour autant avoir un placement de caméra intelligent et un microphone bien centré au niveau de la pièce qui vous permettent de capter tout le son ambiant et d'enregistrer séparément la musique parce que vous l'avez mis loin et donc du coup elle n'est pas captée par le microphone. Vous pouvez être sur du distanciel et simplement demander à chacun des joueurs d'enregistrer son audio pour l'avoir en meilleure qualité, ne pas l'avoir de compressé via par exemple Discord ou Skype. Mais au-delà de ça, ce qui va vraiment mettre en exergue votre travail, ça va être l'effort de créativité que vous allez mettre dessus. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple le choix du format. Est-ce que vous allez simplement enregistrer la séance et la lancer telle quelle? Est-ce que vous allez faire du montage dessus? Est-ce que vous allez la faire sous forme de podcast? A posteriori d'une séance, et ce, quelle que soit la destination de l'enregistrement, juste faire un résumé facecam de ce qu'il s'est passé pendant la séance, que ce soit justement pour de l'archivage comme pour de la diffusion. Est-ce que vous allez partir en anecdote avec les joueurs là-dessus? Est-ce que vous allez simplement varier des plans de caméra que vous pourriez faire afin de dynamiser le montage, de dynamiser le rendu final? Au niveau de la plus-value technique que vous pouvez apporter, est-ce que vous allez mettre des animations, simplement lorsqu'il y a un lancer de dés par exemple, au lieu de simplement avoir une caméra qui soit sur la main du joueur et qui lance les dés, est-ce que vous ne mettriez pas à la place une animation qui affiche le résultat de ce lancer de dés, par exemple si c'est une réussite ou si c'est un échec? Est-ce que vous rajoutez une espèce d'overlay, donc simplement une surcouche graphique qui permette de lier les caméras et la scène entre elles pour simplement aussi que l'œil du spectateur soit un peu plus attiré par ce que vous avez fait? Globalement, dans cette phase-là, il faut penser tout ce que vous pourriez faire en plus. Parce que vous pouvez récupérer le flux brut, vous pouvez récupérer un flux avec déjà quelques animations, etc. Et il va falloir penser ce que vous faites pendant la séance et ce que vous faites après la séance. Et là, je vais partir dans une partie un peu conseil en vrac, parce que on a parlé de pas mal de choses, mais pour autant,
vous comprenez que ce sont des surcharges qu'on met à notre boulot de MJ ou de joueur. Et qui dit surcharge, dit élément en plus à gérer, et pourtant, la vie d'un MJ est déjà suffisamment compliquée. Tout ce que vous pouvez ne pas faire sur le moment, mais faire après, faites-le après. On a trop tendance, quand on a envie de commencer à faire un rendu qui soit sympathique, etc., que tout soit fait pendant la séance. Les animations soient lancées pendant la séance, etc., soit dans le fichier vidéo final. Problème, vous pouvez soit A, oublier certaines animations, et donc devoir les rajouter de toute manière à point B, que ça empiète sur une description que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de parler, etc. Vous êtes obligé de couper votre flot de parole parce que vous n'avez pas pensé à telle chose. Et vous devez y penser, vous devez appuyer sur le bouton. N'oubliez jamais que ce sont des choses qui prennent du temps. Quand vous faites de l'enregistrement, prévoyez à minima, mais vraiment à minima, 5 minutes avant la séance qui soit entièrement dédiée à tous les tests. Tests vidéo, tests audio, tests de transition de scène. Pour que tout soit rodé, tout soit OK au moment où vous êtes pendant la séance. Pour vous ôter une charge mentale de la tête et que vous n'ayez pas à vous dire « Mince, là, ça fait 2 heures que l'enregistrement est lancé, en fait, j'ai pas mon son. » Donc, on va faire les tests. Donc, Thibaut, tu vas parler maintenant. Allô? Voilà, Vincent. C'est moi, je me présente, Vincent. Et Jean. C'est moi. Bonsoir. Avant la séance, vous lancez un mini-enregistrement, vous écoutez cet enregistrement, vous vérifiez qu'il y a bien les différentes voix, que les niveaux des voix sont bons, etc., etc. Si vous le pouvez, faites-vous aider. S'il y a des personnes qui sont fortes en tech autour de vous, ces personnes savent bien comment manipuler des équipements d'enregistrement ou sont généralement de bons conseils en termes esthétiques, faites-vous aider par ces personnes. Demandez-leur un avis, demandez-leur des conseils, demandez-leur de faire certaines actions peut-être pendant la séance, même si jamais elles sont joueurs à votre table, afin de vous décharger un maximum de choses. Ce n'est pas parce que vous êtes MJ et que c'est vous qui menez la séance, que c'est à vous de mener l'enregistrement. Automatisez un maximum les choses. Tout ce que vous pouvez automatiser pendant la séance, vous l'automatisez. Vérifiez que le disque n'est pas plein. C'est tout bête, mais pendant mes premières plusieurs années, je vérifiais simplement régulièrement, toutes les environ 20-30 minutes, que mon disque était pas plein. En allant dans l'explorateur Windows et en regardant que, voilà, c'est bon, la place de disque est pas pleine. Parce que j'avais perdu beaucoup de séances comme ça. J'ai développé un petit programme qui me permet de vérifier en permanence la taille restante sur mon disque et qui me met une pop-up si jamais j'ai moins de 2 heures restantes d'emplacement d'enregistrement. Et donc dans ce cas-là, à ce moment-là, je vois comment ma séance est avancée, et quand est-ce que je vais la couper, et si je suis bon ou pas, ou si je demande une petite pause technique, le temps de déplacer le fichier depuis un disque dur vers un autre. Voyez si vous n'avez pas moyen aussi d'automatiser certaines choses ou de déléguer certaines choses, des petites actions, typiquement mettre les animations. Si vous êtes en distanciel, ça va être un peu plus compliqué, mais si vous êtes en présentiel, vous pouvez totalement avoir quelqu'un qui ait le petit pad pour lancer les animations sous la main et que ce soit lui qui s'en charge et pas vous en tant que MJ. Vous vous déchargez d'un poids, vous le donnez à quelqu'un d'autre, c'est une responsabilité de moins qui est sur vos épaules, et de l'autre côté, le joueur, en soi, ça lui rajoute pas énormément. Bien évidemment, il faut qu'il soit d'accord pour le faire. Déléguer, par exemple, aussi le fait d'avoir une copie de sauvegarde de cet enregistrement, même s'il n'y a pas tous les éléments que vous prévoyez de mettre dessus, juste qu'il soit une espèce de copie d'archivage de sauvegarde, faites par un autre joueur. Que cet autre joueur se charge d'enregistrer une seconde version, afin que, si jamais il y a un crash de l'enregistrement principal, vous ayez quand même la séance qui soit enregistrée. Parce que ce soit pour de l'archivage ou pour de la diffusion, dans aucun des deux cas, vous n'avez envie de perdre la chose. Vous reposez en partie quand même sur cet outil qu'est l'enregistrement pour préparer vos prochaines séances. Votre but est de vous décharger en partie et de ne pas avoir à prendre de notes pendant la séance, en tant que MJ et en tant que joueur. Mais par contre, si vous avez l'enregistrement qui plante, c'est comme si, littéralement, quelqu'un venait, prenait un briquet et brûlait vos notes. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous ne sommes pas allés très loin en termes de technique. Nous n'avons pas vu des références de microphone, des références de caméra à utiliser, etc., etc. Parce que je voulais que cette vidéo reste le plus large possible et le plus adaptable. Je le veux beaucoup plus en termes de réflexion sur comment penser un enregistrement de jeu de rôle que réellement comment faire étape par étape, techniquement, comment faire les branchements. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la partie 3 de cette vidéo, qui va être le lien entre jeu de rôle et actual play. En quoi est-ce que enregistrer son JDR implique sur la qualité et implique sur de l'expérience qui est donnée aux joueurs. Comment minimiser cet impact également. Et j'espère simplement que cette vidéo vous aura été informative à minima, utile à maxima. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Taros!